Organisme de formation, arme ultime de défiscalisation ou piège à con? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est en train de devenir à la mode, il y a énormément d'entrepreneurs qui commencent à se mettre dans cette brèche des organismes de formation, on en voit autour de nous, etc. Et c'est la raison pour laquelle on va en parler aujourd'hui, voir si c'est intéressant ou s'il ne faut pas le faire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la démarche d'organisme de formation, il y a deux niveaux. Il y a le premier niveau qui est seulement d'être organisme de formation et donc d'obtenir une exonération de TVA sur ses ventes, ou le deuxième qui est mettre en place le CPF, pouvoir encaisser de l'argent de la Caisse des dépôts, etc., se faire financer. On va parler des deux, mais revenons au premier niveau. Il y a des infopreneurs dans le marketing ou dans d'autres thématiques qui se mettent organismes de formation. Ils arrêtent de collecter de la TVA et ça y est, ils mettent les 20% de TVA dans leur poche en se disant que c'est bon, c'est fini, ils se sont libérés de l'enfer fiscal. Ok, donc les organismes de formation, ça rend riche? Alors tu vois, si j'étais infopreneur, je te dirais oui. Je ferais des webinaires pour vendre les organismes de formation et je te dirais, avant j'étais pauvre, avant je vivais dans 10 mètres carrés comme une merde, machin. Aujourd'hui je suis riche grâce aux organismes de formation, acheter ma méthode, etc. Mais au lieu de rendre riche, ça fait surtout passer par la case prison. Moi, ce que je remarque beaucoup, c'est que souvent, on a des gens qui se prennent pour des Mozart de la fiscalité en se disant « Tiens, j'ai découvert une brèche » sans en comprendre les fondements principaux derrière. Et donc, il y en a plein qui croient qu'il suffit juste de faire de la formation pour pouvoir être exonéré de TVA. Et donc de demander le papier, et hop, c'est fini, tout est bon. Mais on est exonéré Oui, les organismes de formation n'ont pas à payer la TVA lorsque les prestations sont éligibles. Sauf que pour pouvoir y prétendre, il faut que ces formations relèvent de la formation professionnelle. Et c'est ça dont on va parler. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas juste quelque chose de comme ça, tiens, je fais du make money, je fais du marketing, je fais des formations business, ça y est, c'est de la formation professionnelle. Qu'est-ce que c'est la formation professionnelle? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des critères assez stricts. La formation doit viser à aider le salarié dans sa carrière par l'apprentissage de compétences professionnelles qu'il va utiliser. Et donc, tu peux pas tout vendre. Tu vas pas vendre des formations en couture avec de la formation professionnelle. En quoi ça aide le salarié dans sa carrière, dans son insertion, de faire de la couture? On peut pas tout faire passer. Notamment, il y a des choses qui sont assez surprenantes. Par exemple, il y a un organisme de formation qui faisait du coaching pour les entretiens d'embauche et aider à la préparation, donc à insérer les salariés sur le monde du travail. Eh ben non, ça n'entre pas dans la formation professionnelle parce qu'ils ne développent pas une compétence professionnelle qui va leur être utile dans leur travail et pour l'entreprise. Certes, ça les aide à avoir du travail, mais c'est pas juste avoir du travail, c'est accomplir quelque chose dans l'entreprise. Et en fait, quand on y réfléchit, ça s'adresse à extrêmement peu de choses. Alors si tu fais des formations pour apprendre à utiliser la suite logicielle SAP ou un autre outil de finance, etc., ça va de soi que tu peux y prétendre. Mais au final, il n'y a pas beaucoup de choses de ce style qui peuvent y prétendre. Ce qui se passe, c'est qu'il y avait une espèce de brèche jusqu'à présent où il y avait un critère un peu flou qui était celui de la création d'entreprise qui pouvait prétendre à être organisme de formation. Beaucoup d'entrepreneurs se sont mis dans cette brèche en interprétant la création d'entreprise comme le fait de justement de développer son activité de freelance, de créer du contenu sur Internet, etc. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière la création d'entreprise, c'est plus les savoirs de gestion qui sont derrière, c'est-à-dire plus ma compétence. Qu'est-ce que c'est les statuts juridiques, la comptabilité, etc. C'est des compétences qui servent à la fois pour créer entre guillemets ta boîte, mais aussi dans le cadre du développement du salarié au sein de son entreprise. Et en fait, il y a énormément de gens qui se sont mis dans cette brèche-là, c'est-à-dire qu'ils sont mis cette appellation pour pouvoir y prétendre, mais n'y ont pas droit. En théorie, quand tu fais ton dossier auprès de la DRETS pour obtenir ton agrément, ils sont censés vérifier. Et c'est censé, donc, une fois que tu obtiens ton numéro d'établissement, les gens s'imaginent, ouais, c'est bon, on peut pas revenir en arrière, je peux pas être redressé, etc. En fait, l'administration fiscale peut remettre en cause ton exonération de TVA via ton agrément. Et donc, si tu as un contrôle fiscal, il y a deux types de scénarios si, entre guillemets, tu n'es pas éligible. Le premier, c'est que si c'est bancal, mais tu as quand même fait les choses bien, l'administration fiscale peut remettre en cause
pour le futur et pas redresser sur le passé parce que finalement l'adresse s'était positionnée, ne peut pas revenir dessus. Sauf que si on prouve que tu as une démarche volontaire de fraude, c'est-à-dire que tu as directement eu l'intention de frauder, là, dans ce cas-là, on peut remettre en cause sur le passé et donc te demander aussi des sommes sur le passé. Donc, il faut quand même faire attention. Les gens s'imaginent que c'est bon, j'ai mon numéro, etc. Mais il faut faire les choses bien parce que pendant longtemps, l'adresse ne lisait pas vraiment les dossiers et donnait les agréments comme ça. C'est le niveau 1 et c'est le niveau qui, de mon point de vue, potentiellement est le plus rentable parce que tu as directement un avantage pour assez peu de contraintes. Certes, ta formation doit quand même avoir une certaine apparence de solidité. C'est pas juste des petites vidéos sur un espace en ligne. Il faut qu'elle fasse pro, peut-être avec des supports, etc. Donc c'est quand même des contraintes, mais l'avantage que ça permet est relativement énorme par rapport aux contraintes. Donc on peut se dire que ça vaut le coup si on est éligible justement à la formation professionnelle. Maintenant, il y a le deuxième niveau où on peut s'interroger du réel avantage. Le deuxième niveau, c'est celui de pouvoir utiliser de l'argent public, l'argent du CPF. Et là, il y a quand même pas mal de formalisme. Ça peut être intéressant dans certains cas, mais dans beaucoup de cas, c'est pas intéressant. Alors, notamment, ce qu'il faut faire, c'est pour la certification Calliope, qui peut être remis en cause, qui est nécessaire pour pouvoir prétendre au CPF et à l'argent public. Il y a un certain formalisme dans la manière dont tu interagis initialement avec le coaché, la personne qui vient en formation. Tu dois faire correspondre tes modules à un certain formalisme, comme il faut que tu aies des quiz à chacun de tes modules pour vérifier l'assimilation. Donc il faut que tu penses à faire des quiz sur tes modules. Il y a d'autres choses que je vais pas développer encore, mais c'est quand même assez lourd, notamment en termes de log, c'est-à-dire que tu dois utiliser un logiciel qui permet de voir finalement l'activité des personnes au sein de la formation. Tu dois pouvoir l'exporter pour le donner si tu as un contrôle, etc. Et souvent, les plateformes ne donnent pas déjà accès à ces logs, mais aussi, t'as pas toutes les informations. Aujourd'hui, tu as la plateforme LearnyBox qui est très bien fait pour ça, mais qui par ailleurs est complètement affreuse. Mais tu peux pas faire du CPF avec du Podia, avec du System.io ou des conneries comme ça. Donc c'est quand même aussi contraignant. Il faut quand même se demander sur le réel avantage. Parce que dans le niveau 1, l'avantage, c'est l'encaissement de la TVA que tu n'as pas à faire et par conséquent, tu encaisses plus d'argent sur ton compte. Mais aussi, il faut prendre conscience qu'il y a aussi certains désavantages. Par exemple, dans le cas de TVA, c'est que tu peux pas déduire la TVA sur tes dépenses. Comme tu collectes pas de TVA, tu es censé la payer sur tes dépenses. Et donc, si tu travailles avec des prestataires qui sont assujettis à TVA, bah tu vas devoir payer la TVA sur ces prestations-là. Et souvent, les gens n'en ont pas conscience. Par exemple aussi la publicité. Si tu utilises Facebook Ads et Google Ads, les factures qui sont sans TVA, qui sont considérées en auto-liquidation de TVA, bah en fait, certes Google et Facebook ne te facturent pas de la TVA, mais toi tu es censé en comptabilité être responsable d'appliquer de la TVA sur ces dépenses. Et donc ton comptable est censé réintégrer de la TVA sur tes dépenses Facebook. Et beaucoup de comptables ne le font pas parce qu'ils sont pas conscients de cette complexité. Et moi j'ai vu des gens, ça représente des centaines de milliers d'euros qu'ils n'ont jamais payé. Ils n'avaient juste pas conscience qu'il fallait payer cette TVA. Et après, du coup, 3 ans plus tard, ils ont des dettes théoriques de plusieurs centaines de milliers d'euros qu'ils n'ont jamais payé. Et si tu l'as pas pris en compte dans ton calcul de marge, si ça se trouve, il reste rien au final, en fait. T'es rentable, tu mets encore plus de budget, etc. Et donc, tu dois payer de la TVA encore sur des nouvelles dépenses. Donc, il faut faire quand même assez gaffe. Moi, d'ailleurs, c'est une des raisons que je travaille pas avec des organismes de formation parce que ils vont voir mes prestations comme un coût en plus parce que je dois rajouter de la TVA sur mes factures. Alors déjà, on facture un certain tarif. Si en plus ils payent de la TVA qu'ils ont vraiment l'impression de perdre, parce que si je travaille pas pour eux, bah, cet argent va rester dans l'entreprise et il va pas y avoir de TVA. Et donc il y a une sorte de distorsion de valeur. Donc moi par exemple, c'est une des raisons pour laquelle je ne travaille pas avec. Mais en tout cas, si on le fait, il faut faire les choses bien. Il faut un bon comptable qui sait faire ses réintégrations. Il faut bien préparer son dossier, bien relever de la formation professionnelle. Après, il y a la problématique, si tu as envie de déléguer des formations, ça peut potentiellement poser un problème puisque c'est ton agrément. Est-ce que l'autre doit avoir un agrément? Ça, faut vérifier. Oui, donc il faut savoir être rigoureux, quoi. Moi, ce que je trouve quand même assez drôle, c'est que ces fraudeurs-là, qui ont donc une société en France, qui est directement contrôlable, qui est directement ponctionnable, ils s'imaginent qu'en étant dans l'œil de Sauron, c'est le meilleur endroit. Et bah, pas forcément, tu vois. Peut-être que tu finis brûlé.